Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Là, je suis au départ de cette course et j'ai qu'une seule chose à faire, c'est profiter parce qu'il n'y a aucun enjeu. Si je me rate, on s'en fiche. Et ça, 99% du temps, si je le ressens et si je le vis à fond, c'est quelque chose c'est le truc qui marche le mieux pour moi. Je suis Solène Rigoulet et chez moi, le sport, c'est une histoire de famille. C'est ancré dans nos gènes. Très tôt, je développe une passion pour l'Olympique Lyonnais et les sports d'hiver. Passion qui s'est développée et qui grandit toujours aujourd'hui à tel point que j'aime tous les sports. Et ce que je préfère par-dessus tout, c'est encourager les athlètes tricolores. Ici, tu entends parler de toutes les disciplines et de toutes les pratiques. Et pour commencer, tu as rendez-vous avec une star du biathlon français, Lou Jean Monod. Numéro 2 mondial la saison dernière, on parle ensemble de l'événement qui a tout changé dans sa carrière, des émotions parfois difficiles à gérer sur le circuit et évidemment du rêve olympique. Ensemble, vibrons plus fort. Tout commence en 2018. Je suis journaliste dans une radio locale de Franche-Comté et on va dire que c'est pas vraiment l'éclate. Mais l'avantage de cette région, c'est qu'en hiver, je peux être scotché devant les épreuves de biathlon parce qu'il y a toujours au moins un athlète local en compétition et personne ne me dit rien parce que c'est mon travail quoi. En 2018, elle n'est pas encore sur la grande scène du biathlon mondial, mais elle termine première du classement général dans sa catégorie. J'obtiens alors ma première et ma seule interview d'elle jusqu'à aujourd'hui. Interview qui s'est réalisée par téléphone. Aujourd'hui, je suis très heureuse de te rencontrer en vrai dans Tribune et Podium. Bonjour Lou. Bonjour Solène. Alors déjà, merci beaucoup d'être avec moi. Et pour te présenter aux auditrices du podcast, je vais te demander de le faire en une phrase pour nous parler de ton sport et une phrase ensuite pour nous dire qui tu es en dehors du pas de tir. Donc, Lou Jean Monod, biathlète, 25 ans. Je fais du biathlon depuis plus de 10 ans aujourd'hui, maintenant. Et c'est déjà pas mal, ça fait déjà longtemps. Et puis sinon, sur le point perso, j'ai pas grand chose à dire. Qui es-tu en dehors du biathlon? Je suis biathlète à 200%. Non, je suis membre d'une famille très attachée et attachante avec une petite sœur et un chien, des parents et ma sœur du coup qui me suivent en permanence dans tout ce que je fais, qui me soutiennent peu importe les résultats et quelqu'un d'extrêmement chanceux. Raconte-moi un peu comment t'as commencé le sport et par quel sport t'as commencé. J'ai commencé le sport parce que mes parents étaient sportifs, donc m'ont inscrit dans des clubs sportifs dès que je pouvais faire du sport. Donc j'ai commencé au tout début, c'était par la gym, parce que ma maman en faisait. Donc c'était la baby gym à l'époque, j'avais moins de 7 ans. Pas avec grandes réussites ni grands résultats. Donc j'ai vite arrêté. Et puis surtout qu'en fait c'était sport intérieur. Puis je crois que mes parents avaient pas trop envie de faire des week-ends à l'intérieur. Donc donc ils m'ont inscrit dans deux clubs. Celui de l'Olympique Mont d'Or aux Hôpitaux Vieux, donc club de ski, mais qui fait multi-activité l'été également, et celui aussi du VTT Mont d'Or l'été, plutôt sur la transition sur la période un peu creuse de l'Olympique Mont d'Or. Donc je faisais le ski et le VTT, mais vraiment multi-activité quand j'étais petite. Dans la région dans laquelle tu vis, on parle de ski de fond. Oui. Donc, oui. Ce soit bien clair pour tout le monde. Oui, pas mis les pieds sur des skis alpins. Mon papa faisait du ski alpin, mais il voulait pas non plus retourner en ski alpin. Ouais. Et est-ce que tu te souviens justement de ce premier entraînement de ski de fond? Parce que quand on est petit, on parle pas encore de biathlon, le tir ça vient plus tard. Toi tu commences du coup juste sur les skis. Est-ce que tu te souviens un peu de ce que tu as ressenti Pas du tout, parce que je pense que j'étais vraiment jeune quand j'étais au club la première fois. Je pense que j'avais tout juste 6 ans. Donc je me rappelle que j'y allais, c'était pour voir les copines après l'école et puis jouer dans la neige, et c'était pas du tout, le point de vue entraînement ne faisait pas partie de mon vocabulaire à ce moment-là. Donc c'était vraiment passer du temps avec des copines et m'amuser essentiellement. À quel moment tu switches entre je laisse le VTT de côté pour faire plus de ski, plus activement, à plus forte dose, on va dire? Eh ben, c'était vraiment plus tard. J'en ai fait longtemps quand même du VTT. Je pense que je dirais 14 ans, la transition entre troisième et seconde. C'était en fait parce que les premières compétitions de VTT commençaient un peu avant la fin de la saison de ski. Donc, jusqu'à un certain âge, je pouvais faire un peu les deux. Puis au bout d'un moment, c'était trop intense en fait. Donc j'ai dû choisir. Les entraîneurs me disaient que c'était mieux.
Et j'ai jamais vraiment hésité, je préférais les copains du ski. Oui, j'allais te demander si ce qui t'avait fait choisir, c'était les résultats ou si c'était le plaisir. Il y a un peu de tout. J'avais plus de proches dans le ski et puis en plus de ça, je crois que l'ambiance du VTT, c'était moins ce qui me plaisait. Il fallait aller plus loin. Je crois que j'aimais quand même moins le froid de la pluie et de la boue et je préférais celui du froid sec de la neige. Donc c'est tout un ensemble qui m'ont jamais trop. Ouais, j'ai jamais trop hésité. Ouais. Et à quel moment donc ça se passe en biathlon, le moment où on ne fait plus que du ski de fond et qu'on commence à skier avec une carabine sur le dos et qu'on doit s'arrêter tous les 7 km sur le pas de tir. 1,5 km au plus... Non, 1,5 km au plus court et 3,3 au plus long. Ah ouais, non, je n'étais pas du tout dans les bonnes distances. C'est, il me semble à peu près à cet âge-là aussi, 14 ans. Je crois que j'ai eu ma cara à 14 ans. La carabine 22. Après, on peut tirer. Mon club me permettait de tirer au laser et puis à la 10 mètres un peu avant. Mais celle avec la cara au dos, c'est à 14 ans. Après, c'est pas intelligent. Enfin, c'est pas super malin de faire plus tôt parce qu'à 14 ans, on est quand même déjà pas à la fin de la croissance. Donc, traîner une carabine de 3,5 kg dans le dos, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, c'est l'âge où j'ai commencé. Et puis, première compétition de 22, ça doit être à peu près à cette période-là aussi. Le tir, du coup, très vite, ça devient une facilité ou il faut laisser un peu le ski de côté pour s'entraîner pleinement dans le tir? Je précisais ça, c'est que quand j'étais à la section sportive de Mout et après à la section sportive de Xavier Marmier. Mais à Mout, on avait l'occasion de pouvoir faire du tir à 10 mètres à la mairie après les cours. Okay. On avait un ancien gendarme retraité qui venait bénévolement nous faire des leçons de tir à 10 mètres et c'était très cool. C'était folklorique maintenant quand j'y repense, mais c'était trop cool. Donc j'ai fait tout mon collège des séances de tir à 10 mètres 2 fois par semaine, je crois. Et je pense que j'avais des facilités, mais d'appréhension par rapport à la manipulation d'une arme, on va dire, on est tous différents à ce niveau-là. Enfin, il y a des gens qui réussissent, je sais pas, avec une balle au pied. Moi, la carabine, j'ai compris assez facilement. J'étais assez talentueuse dès le début. Je pense que j'avais des facilités, ouais. T'as jamais regretté d'avoir laissé le VTT de côté? Non, j'aime vraiment beaucoup le ski et le tir. Est-ce que, parce que aujourd'hui, t'es dans une des meilleures équipes du monde, qui est l'équipe de France, tu fais partie des meilleures filles mondiales aussi. Est-ce que c'était un rêve de petite fille de devenir athlète de ce niveau-là ou c'était juste du ski par passion et on verra où ça te mène? Au début, c'était vraiment parce que j'adorais... le mercredi après-midi, je n'aurais pas aimé rester chez moi à rien faire. Il fallait sortir, aller voir les copines et puis faire un peu n'importe quoi dans la neige. C'était ça la motivation numéro 1. Après, je pense qu'on est tous pareils c'est tous posés devant les JO à entendre un speaker hurler sur un athlète et on se dit, regarde, c'est une rockstar ce gars-là, j'ai envie d'être cette personne-là. Donc oui, le rêve des anneaux olympiques, ça fait, j'ai l'impression qu'on l'a tous quelque part au fond quand on commence à faire du ski. Être à la place que tu es aujourd'hui, tu l'avais envisagé? C'est difficile à dire. En fait, j'en avais envie, mais envisager réellement, c'est difficile à dire. J'ai jamais trop eu de réelle prospection sur mon avenir ou quoi que ce soit. Je fais ce qui me plaît au moment où ça me plaît. Et puis, si ça mène à quelque chose de bien, tant mieux. Sinon, tant pis. Ouais, tu t'es jamais dit, je vais faire carrière. C'est juste que les événements ont fait petit à petit que t'en es arrivé là, quoi. Disons que c'est un objectif, mais... En fait, j'aime pas prendre le départ d'une course en étant mauvaise. Ça, c'est sûr que non. De toute façon, tu n'aimes pas perdre? Voilà, je déteste perdre et voire même, j'adore gagner. Jouer à un jeu en sachant que je peux gagner, c'est avec plaisir. Sinon, je participe pas à ce jeu-là. Donc oui, j'ai continué parce que je savais que je pouvais performer et devenir très forte. Après, dire haut et fort que j'étais capable d'arriver à ce niveau-là, c'est pas mon truc et ça le sera jamais, je crois. Donc j'ai 15 ans. Je suis dans le Liechtenstein et je viens de me sélectionner pour ma première compétition internationale qui est Non, je dis une bêtise, c'était pas vraiment la vraie première internationale, c'était la deuxième. Mais donc ma deuxième course internationale, mais la vraie, disons la première avec beaucoup de nations différentes. J'en avais fait une quelques années avant, c'était le Liatopen Festival en Norvège et c'était entre Norvégiens, c'était un échange Norvège-France. Là, c'est ma première course importante, on va dire, qui est le Festival olympique de la jeunesse européenne. Donc, je viens de me sélectionner pour les Foges. On est, je crois, 4 biathlètes à être sélectionnés. Et donc, je réalise un peu un rêve de gamine, parce que dans le titre de l'événement, il y a l'Olympique. Ouais. Donc,
Donc j'arrive avec une copine de l'époque qui était proche de chez moi et avec qui j'avais fait tout mon collège. Je me rappelle, on débarque, on reçoit toute la dotation olympique de l'année d'avant. Donc à l'époque, c'était Lacoste. On met nos fringues Lacoste, les habits des membres des équipes de France de l'époque. C'est clairement les tenues de super-héros. On n'a rien fait, on a pris des points de confiance en nous. On est championne du monde déjà. Je me rappelle, on faisait que des photos, c'était incroyable, on fait que ça. Et puis en plus de ça, donc ambiance un peu olympique, on est donc il y a pas de village olympique, mais c'est un hôtel où il y a beaucoup de disciplines au même endroit. Donc vraiment l'ambiance, un truc que j'ai jamais vécu et un truc trop cool. Et donc bref, on fait les compétitions. Je me rappelle, mon papa était venu, avait fait le déplacement pour venir nous voir. J'avoue que je me souviens pas des compétitions qu'il y avait. Il me semble qu'il y avait sprint poursuite dessus. Celle dont je me souviens le mieux, forcément, c'était la poursuite, puisque c'est donc là, je l'ai gagnée avec un 20 sur 20. Du coup, on va revenir sur ce jour de la poursuite. Tu te rappelles avec quel dossard tu pars? Parce que du coup, la poursuite dépend des résultats du sprint. Je crois que j'ai le dossard 10 et que je pars à 40 secondes, un truc comme ça. En biathlon, c'est rattrapable. Oui, surtout à cet âge-là où les erreurs de tir sont en général assez régulières, peu importe les conditions météorologiques. Je me rappelle qu'à l'époque, le coach, donc c'est mon premier coach de biathlon, c'est je pense celui qui m'a le plus transmis le fait qu'il avait confiance en ma capacité d'être excellente. On le remercie. Et on le remercie. Merci Pouic d'ailleurs, je ne sais pas si tu entendras ça, mais... Et donc je me rappelle que lui m'avait dit mais c'est 40 secondes c'est rien, ça peut être réglé en 2 tours ou moins, donc et donc il avait vraiment cette capacité à transmettre le fait que je pouvais être excellente quoi. Donc à te donner confiance. Ouais, exactement. J'avais peut-être moi perso pas beaucoup confiance, mais lui me donnait toute la sienne, donc c'était extra et donc je me rappelle qu'il faisait grand beau. Je me rappelle plus exactement tout le déroulé avant course, comment l'échauffement, la manière d'appréhender la course, mais je me rappelle la météo, que je tire à 20, que je me sentais extrêmement bien sur les skis et que remonter un peu la file des concurrentes au fil de la course. Tout ça pour finir première et que tous les Français qui étaient là étaient ultra contents parce que c'était trop cool, en fait c'est une immense fête, le festival olympique, donc il y a eu peut-être 2-3 petites larmes un petit peu et puis beaucoup de bons moments passés, même avec les autres athlètes, c'était trop cool. Et puis surtout première Marseillaise de ma vie. Bah ouais. Et en plus faut dire que les larmes on n'en voit pas souvent chez toi. Non, je préfère, disons quand je lâche les émotions, j'aime bien les lâcher pour de vrai et puis pas avoir à tout récupérer un peu. C'est comme se laisser un peu déborder et puis après il faut tout ranger. Et c'est épuisant de devoir tout ranger. Donc du coup, si je laisse déborder, c'est que je sais que je peux laisser déborder pendant longtemps et que j'ai pas de recadrage à faire derrière. Donc ouais, comme tu dis, il y a le mot olympique dans ce festival, mais du coup, ça veut aussi dire qu'il y a plein de Français qui peuvent assister à différentes épreuves quand eux ne sont pas en compétition, donc ils doivent être là. Tu tires à 20 sur 20. Est-ce que ça te donne suffisamment de temps et d'espace pour faire ce qu'on appelle un peu un tour d'honneur avec le drapeau, etc., avant de passer la ligne, ou tu l'as quand même joué au sprint, c'est arrivé? Non, pas joué au sprint. Il me semble pas que j'avais de drapeau. Il me semble pas, mais je me rappelle avoir un peu célébré sur la ligne d'arrivée. Je me rappelle avoir fait une photo avec un drapeau, mais je sais plus si je l'ai eu avant ou après. Mais enfin bref, je me rappelle avoir pu célébrer sur la ligne. Et oui, les 5 secondes, c'est sûr que c'est moi qui ai gagné. Ça passe extrêmement vite et on a rarement le temps de les savourer. Donc oui, c'était fou. Mine de rien, avoir fait un 20 sur 20 à l'époque sur le premier vrai stress de ma vie, je suis finalement avec du recul très fière. Et cette Marseillaise, alors, comment tu la vis? Tu dis que ton papa est venu, donc tu dois le voir aussi pas très loin de toi. Comment ça se passe tout ça? C'est parce que chez vous, il y a d'abord la cérémonie des fleurs et ensuite il y a le podium, en tout cas au jeu. Et là, aux Foches, c'est peut-être différent. Je me rappelle plus s'il y avait eu une cérémonie des fleurs sur ces Foches. Je me rappelle vraiment beaucoup de la Marseillaise parce qu'autant sur la compétition, il y avait peu de monde. Et là, je me rappelle d'avoir pu voir mon papa de près parce que c'était ultra accessible. Autant sur la cérémonie, il y avait beaucoup de disciplines, il y avait beaucoup de Français. Je me rappelle avoir entendu des Français chanter la Marseillaise, mes collègues qui étaient d'autres disciplines qui la chantaient aussi. Donc ça, c'était vraiment le moment fort qui prend un petit peu au trip, ce truc complètement addictif qui nous donne envie de recommencer. Donc ouais, je me rappelle plus s'il y avait eu podium à côté. Il me semble que oui, mais il m'a pas plus marqué que ça. Par contre, oui, la Marseillaise, vraiment. La première en plus, et surtout qu'en biathlon, tu
l'entend pas souvent, pas parce que tu gagnes pas souvent, mais parce qu'en Coupe du Monde, elle passe pas à chaque podium, quoi. C'est ça. Et oui, c'est championnat du monde, JO ou jauge, donc ouais, ça fait quelque chose. Trop bien. Est-ce que sur cette compétition, il y avait aussi une pression aujourd'hui, on connaît la densité qu'il y a de talent en équipe de France. À l'époque, il y avait quand même déjà des filles qui occupaient le terrain, on va dire. Toi, tu es encore jeune, tu as 15 ans, mais est-ce qu'il y a une pression sur cette course elle va peut-être me permettre de viser plus haut? J'avoue que j'ai oublié la chronologie école à côté. Mais il me semble qu'en tout cas, pas longtemps après, c'est ce qui m'a permis d'accéder à la fédération. Et à l'époque où je suis rentrée, c'était pas quelque chose que je visais. J'avais l'impression... En fait, je venais de rentrer au comité régional. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. On fait beaucoup le club, comité départemental, comité régional et ensuite fédération. Et donc, c'était ma première année avec le comité régional. Donc, je m'attendais pas forcément à ce que ça passe tout de suite sur la fédé, surtout que j'avais pas encore le bac et c'était à l'époque un sujet un peu... on ne sait pas si on veut prendre des athlètes avant le bac ou pas. Du coup, ça a été mon cas. Mais tout ça pour dire, je ne sais plus où est-ce que je voulais en venir. Est-ce que ça t'a ouvert une porte que tu n'aurais peut-être pas eu si tu n'avais pas réussi? Oui, je pense que ça, pour le coup, ça a ouvert une porte. Et ce qui a fait que j'ai été prise assez tôt à la fédération. Je reviens juste sur cette course-là. Tu dis que c'était fou parce que avec le stress et tout, tu as quand même réussi le 20 sur 20. C'était de l'insouciance parce que t'étais jeune, ou est-ce que c'est quelque chose dont tu tires un apprentissage parfois sur des courses aujourd'hui où tu peux être hyper stressé ou quoi, de dire mais je l'ai réussi quand j'avais 15 ans, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas maintenant, quoi. Je pense que ce que je retiens le plus et ce qui est encore applicable sur n'importe quelle course que je fais aujourd'hui, c'est qu'à l'époque c'était là je suis au départ de cette course et j'ai qu'une seule chose à faire, c'est de profiter parce qu'il y a aucun enjeu. Si je me rate, on s'en fiche. Si je fais n'importe quoi, on s'en fiche. J'ai juste à profiter d'un événement qui est incroyable et qui me fait vraiment plaisir. Et ça, 99% du temps, si je le ressens et si je le vis à fond, c'est quelque chose c'est le truc qui marche le mieux pour moi. C'est être complètement détaché du résultat et de tirer mon énergie et ma force de quelque chose qui me fait plaisir et qui m'anime. Donc, en fait, quand on le dit comme ça, c'est la base, mais arriver à vraiment être 100% d'accord avec ça et de pas avoir ce truc du oui, mais j'ai quand même envie que le résultat soit bon. C'est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il y a des enjeux qui sont différents. À l'époque, il y avait zéro enjeu, j'avais juste à profiter. Et donc, finalement, c'était entre guillemets solide de l'avoir fait, mais j'avais cette facilité de toute façon, si je me plantais, il allait rien se passer du tout. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais à une différente échelle. J'allais te demander si tu ressentais toujours ce truc justement de te dire avant une course, si je me plante, c'est pas grave. Les coachs nous essayent de nous le rappeler assez régulièrement parce que finalement, c'est vrai, si je rate une course, le monde va continuer de tourner. Il y a strictement rien qui va se passer dans ma vie, en tout cas, et donc techniquement, ça devrait toujours se passer comme ça, sauf que maintenant, on essaye d'être régulièrement bon pour pouvoir viser un classement général, d'être bon sur une étape pour récupérer ce fameux titre de champion du monde ou champion olympique, qu'il y a des milliers de spectateurs qui nous regardent, qu'il y a aussi peut-être de l'argent en jeu. Enfin, en fait, il y a 15 milliards de paramètres qui sont là aujourd'hui, qui ne l'étaient pas là il y a 10 ans. Justement, sur la pression du public, le biathlon en France aujourd'hui est très médiatisé, franchement, on n'avait pas ça il y a 10 ans, alors c'est lié à plein de choses, aux chaînes qui se sont mis dedans, à l'argent aussi des sponsors et aux très bons résultats des équipes de France. Est-ce que tu la ressens, toi, cette pression du public? Au Foch, tu dis qu'il y avait des gens, mais bon, c'était quand même tranquille, c'était bonne ambiance, c'était un festival cool. Comment tu vis justement avec le public? 99% du temps, c'est quelque chose qui me donne de la force. C'est quand même un truc assez inouï et invraisemblable pour moi d'entendre des gens que je ne connais pas qui crient mon nom. Je m'en remets toujours pas. C'est un truc, je conçois pas. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai toujours été la même personne. Et puis par contre, aujourd'hui, il y a des gens qui scandent mon nom et c'est un truc qui, moi, perso, ça me prend au trip à chaque fois quand je m'échauffe et que je vois ça. C'est trop cool. Donc voilà, 99% du temps, ça me donne de l'énergie et je me dis, c'est quand même un truc de dingue qu'il y ait autant de gens qui soient venus me voir, m'encourager, me soutenir, me donner de l'amour. Toutes ces choses-là que moi, j'ai pas l'impression de leur transmettre, ou en tout cas à très très faible échelle. Donc majoritairement, ça me donne de la force. Après, il y a les petits 1% du temps où si on veut parler réseaux sociaux, ceux qui à l'inverse auraient tendance à faire les haters, ce qu'on a l'habitude de voir sur Internet. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'appréhende différemment et qui est de plus en plus important parce que le biathlon prend de plus en plus de place. Donc nécessairement, il y a de plus en plus de haters.
Mais je crois que j'arrive de mieux en mieux à m'en détacher. C'est une question d'habitude. Au début, ça m'impactait beaucoup, maintenant plus trop. Et je sais que finalement, la vie qui m'importe et qui me touche le plus, c'est ceux de mes proches. Pour tes proches, ils seront toujours fiers de toi. Enfin, peu importe le résultat. Ils seront juste déçus pour toi parce que toi, tu seras déçu. C'est ça. Mais ils ont toujours été fiers, même si ça valait pas le coup d'être fiers. Et tu te rends compte que c'est toi la rockstar maintenant. Oui, ça c'est fou. Je m'en remets toujours pas. Aller au Grand Bornand puis voir même des affiches avec écrit Alléluia, c'est un truc. Moi, j'avais l'habitude d'aller sur le Tour de France et puis de voir les pancartes et des athlètes qui passaient, d'aller justement au Grand Bornand puis de voir de pas arriver à accéder au filet pour encourager les skieurs. Puis maintenant, je suis cette skieuse-là et c'est fou. Pour te dire un peu, parce que tu dis que toi, c'est énormément d'amour que tu reçois et tu comprends pas ce que toi, tu donnes aux gens. Pour t'expliquer un peu, moi, j'ai jamais pratiqué le biathlon et pourtant, c'est une des disciplines que je préfère regarder à la télé. Parce que déjà, il y a un enjeu de fou et chaque balle compte. Enfin, il y a vraiment un truc, un vrai spectacle, je trouve. Et en fait, toi et les autres, vous nous donnez tellement d'émotions que c'est aussi ce qui fait qu'on s'attache à vous et à vos résultats et qu'on a envie de vous voir gagner. Tu vois, moi, j'ai en tête ces 4 premières places au championnat du monde, là, cette année. Mais je n'arrêtais pas de pleurer. Je ne m'arrêtais pas, en plus. Mon mec, il me disait, mais tu ne connais pas. Je sais, mais en fait, je suis trop contente pour elle. Enfin, c'est genre juste un truc qui est fou. Et bien sûr qu'elles me connaissent pas et que je les connais pas. Mais en fait, de voir un résultat d'équipe et individuel aussi qui est aussi fort et avec tout le travail qu'on sait pour les athlètes derrière, mais moi, ça me touche directement, tu vois. Et en fait, c'est aussi pour ça que les gens, ils vous aiment et ils t'aiment toi. C'est parce que vous leur faites vivre des émotions qu'ils retrouvent nulle part ailleurs dans leur vie. Donc voilà, c'est de l'amour donnant-donnant, tu vois. Ouais, mais c'est fou. Je crois que les fois où ça me faisait, c'était quand je vois mes proches, mes amis performer. C'est un truc qui, pour le coup, c'est sûr que moi je pourrais chialer aussi. Bah d'ailleurs, au mondiaux, quand Justine gagne la masse, je pleure pas du tout, puis au moment où je la vois couler une petite larmichette, allez, c'est parti, j'arrive. Et pareil, je pense que si j'avais vu, je sais pas, le coach pleurer sur cette fameuse course où on fait les 4 premières, ça m'aurait déclenché ce truc-là, mais j'ai l'impression que c'est l'émotion des autres qui me déclenche mon émotion à moi. Parce que tu te mets aussi des barrières probablement pour te protéger. Tu disais que si ça commençait à sortir après, il fallait ranger trop de choses. Donc... Je pense qu'il y a de ça. Allez, c'est Lou qui passe devant au bon moment. Pour l'instant, c'est elle, je trouve, qui gère le mieux sa course. La colère. Je pense que je peux la ressentir pas de manière intense, assez à propos d'une course. On est bien d'accord là-dessus. À propos d'une course, je peux la ressentir régulièrement quand si je rate une balle de manière complètement stupide, je me dis j'ai envie de m'insulter, je me dis mais là t'es complètement con, c'est autant rater une balle parce que je sais pas, il y avait du vent, j'ai cliqué et puis c'était pas exactement ce qu'il fallait faire. J'ai pas de regret parce que j'ai fait ce qu'il y avait de mieux à faire à ce moment-là, mais par contre si justement il y avait du vent, que je l'ai vu et que j'ai pas cliqué, mais là je me dis mais en fait t'es complètement stupide. Et... Ouais, cliquer pour ceux qui savent pas, c'est refaire un peu les réglages de la carabine quand t'arrives sur le pas de tir pour justement faire en fonction du vent. Voilà, exactement. Et donc du coup voilà, c'est quelque chose qui peut me déclencher un petit peu de colère. Après sinon globalement, ma colère se déclenche quand je me trouve stupide. Il faut savoir quand même qu'en biathlon, la taille des cibles, elle est quand même vraiment très réduite. C'est quoi? C'est une balle de tennis quand vous êtes couché? Golf couché et un peu plus gros, c'est donc 11 cm et demi de diamètre en debout et 4,5 en couché de diamètre. Ah ouais, donc c'est golf couché et un CD. Ouais, c'est ça, à peu près un CD en debout, ouais. Ça arrive à tout le monde en fait de rater des balles. Toi, t'arrives à te flageller malgré tout. Après, ça dépend de la manière. En fait, on travaille toute l'année pour avoir une manière de tirer un protocole. C'est un peu raide dit comme ça, mais en tout cas une manière d'aborder ce tir. Et des fois, on rate des balles juste parce qu'on a oublié ou on pense à repartir avant d'avoir commencé à tirer. Et donc, en fait, rater des balles pour un truc aussi stupide qu'un oubli d'application de manière, c'est bête. Et c'est ça qui m'agace. Moi, autant si j'en rate une parce que voilà, j'ai commencé à avoir du stress qui montait, les jambes qui tremblaient, je me suis fait submerger par mes émotions, mais d'un autre côté, j'en suis pas à 100% responsable, quoi. Disons qu'il y a un paramètre un peu, entre guillemets, extérieur que j'ai pas réussi à gérer, donc ça m'agace moins. Alors que si c'est vraiment 100% de ma faute parce que j'ai pas appliqué ce que je savais faire, c'est complètement stupide, quoi. Et du coup, tu rumines. Enfin, comment ça se passe? Tu refuses, j'en sais rien, moi, d'aller parler aux médias parce que tu rumines, tu veux parler à personne, tu t'isoles. Comment ça se passe quand t'es en colère après une course? Ouais,
je vais parler à personne parce que je sais que je serai pas très agréable comme personne à parler. Puis en plus noir que personne veut croiser. Puis en plus, ça passera plus vite si je suis toute seule en général. Je cours faire ma récup et puis c'est comme ça que ça passe le plus vite. Là où on a de la chance, c'est qu'en biathlon, on enchaîne les courses. On a beaucoup de courses, on les enchaîne beaucoup. Donc en fait, faire une erreur un jour, on peut l'effacer direct le lendemain. Donc c'est vraiment une chance dont on peut profiter. Il y a beaucoup de sports pour qui c'est pas le cas. S'il se rate sur une course, il peut attendre des semaines avant de refaire une compétition. Donc c'est une colère passagère qui dure quelques heures parce que de toute façon après il faut aller faire sa récup, aller voir le kiné, manger et puis aller au lit. Donc ça passe à une vitesse. Donc c'est passager. On s'autoflagelle un petit coup puis après ça c'est fini. Admiration. Là tout de suite, je pense à Quentin au dernier jeu, où il paraissait Quentin sur ces jeux où il a survolé toutes les compétitions avec énormément d'aisance, beaucoup de sérénité. Il dégageait vraiment cette impression de facilité qu'on a tous envie d'avoir quand on fait une course. Et il me semble que c'est la dernière fois où je l'ai ressenti sur un événement comme celui-là. Et après, sinon, il y a plein de cas où je peux admirer n'importe qui. J'ai pas envie de ceux que je vais citer, c'est pas des n'importe qui. Je vois par exemple le style technique de Justine Breza me fascine et je le trouve absolument magnifique et j'admire vraiment sa capacité à avoir ce style, cette technique quasi parfaite à mes yeux. Puis après, il y a des caractères aussi qui forcent l'admiration, des gens qui auraient tout pour faillir et puis qui finalement ont cette force mentale qui leur permet de briller et d'être extrêmement forts. Il y a beaucoup de gens. J'aime pas choisir une seule personne, comme on le disait tout à l'heure j'ai jamais été fan d'une personne en particulier, mais je suis capable vraiment d'admirer beaucoup de traits chez n'importe qui. Et c'est de l'admiration que tu as pour des gens que tu côtoies, en fait. Ce qui est dingue, parce que souvent, l'admiration, on l'a pour des gens qu'on connaît pas, qu'on a admiré quand on était plus jeune, etc. Tu vois, tu aurais pu me citer une Marie Dorin, par exemple. Et en fait, non, toi, c'est tes partenaires de course, quoi. Parce que Quentin, tu fais des courses mixtes avec lui. À Justine, tu fais des courses, que ce soit individuelles ou en équipe, soit contre elle, soit avec elle. Mais ils sont là tout le temps, quoi, sur tous les week-ends. Je trouve que c'est ce qui force encore plus l'admiration, le fait de connaître ces gens-là. C'est qu'on sait qu'ils ont des faiblesses. Leur moment de perfection, ils brillent encore plus. Alors que quand on connaît pas quelqu'un... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. C'est que quand on connaît pas, c'est plus difficile. C'est pas vraiment de l'admiration, je trouve. Quand on n'est pas, j'ai un peu ce truc de respect, le mec c'est insolide, mais l'admiration presque en mode jalousie, en mode mais c'est un truc, j'adorerais avoir cette qualité-là, elle est incroyable. J'ai des moments où je peux être subjuguée par la force de quelqu'un ou l'émotion qu'il transmet, mais vraiment l'admiration pour moi c'est quelque chose presque proche de la jalousie, d'un truc que j'envie énormément. Lou est exceptionnelle, vraiment. Elle nous montre à quel point elle est capable d'adapter sa technique, de réagir d'une course à l'autre. Elle fait les erreurs une fois, mais pas deux. Parmi les questions qu'on te pose jamais, que les journalistes ne te posent jamais, laquelle est-ce que tu aimerais qu'on te pose plus souvent ? C'est dur comme question. Finalement, je pense que c'est la question qu'on me pose, c'est de ne pas poser de questions. J'aimerais bien. J'aime beaucoup tracer tout droit. Vous avez envie de répondre à une question aujourd'hui ? Non. Bon, bonne journée. J'aimerais beaucoup. Moi, je suis assez impressionnée. Je le dis souvent à mon mec parce que quand je t'ai interviewé au téléphone en 2018, donc, j'avais eu ce sentiment de quelqu'un de très timide avec la presse, répondre aux questions un peu avec des pincettes parce que tu savais pas trop où te mettre, que c'était presque pas ta place, tu vois. Et maintenant, quand je te vois à la télé répondre aux médias et tout, je me dis mais c'est bon en fait, un poisson dans l'eau en fait. Je crois que ce qui m'a vraiment aidé, c'est on a de la chance avec l'équipe, c'est toujours les deux mêmes personnes. Ça a changé, mais en tout cas moi, membre de l'équipe, j'en ai vu 4 au total, qui sont extrêmement sympathiques, proches et avenants, et puis en tout cas très respectueux. Donc ça donne envie. Enfin, en tout cas moi, ça me met très à l'aise et je parle à des gens que je connais. Donc ça, c'est assez facile à faire. Finalement, en fait, les premières interviews que tu fais, t'es mal à l'aise, mais en fait mal à l'aise comme avec une personne que t'as jamais vue, à qui tu dévoiles un petit peu des petits points d'intimité en parlant de tes émotions. Alors que maintenant, c'est des gens que je connais qui font
j'ai envie de dire presque partie de l'équipe, pas tout à fait parce que c'est des journalistes, mais en tout cas en qui j'ai confiance et du coup j'arrive à communiquer assez facilement et naturellement, je pense. Il y a un truc moi qui m'énerve parfois dans les questions que la presse peut poser. Aux femmes notamment, qui posent beaucoup de questions sur la maternité, etc. Donc toi, c'est pas des questions encore auxquelles tu as droit, Dieu merci. Mais par contre, on vous questionne jamais sur l'impact de vos menstruations sur vos résultats. Est-ce que ça joue ou pas du tout ? Personnellement, je suis impactée sur ce que j'appelle les J-4. Donc, si on dit J-, le J1, ce serait un début de cycle. Aux alentours de J-6 et J-3, j'ai une période un peu où je me sens pas très bien, où j'ai pas beaucoup d'énergie. Après, en fait, on est toutes pareilles. Ce sera pas forcément les mêmes jours pour tout le monde, mais il y a celle qui le J1 est abominable et puis il faut qu'elle le compose avec. Justement, t'apprends à faire avec, à t'entraîner malgré tout ça. Enfin, comment ça se passe ? Parce que c'est des choses dont les athlètes féminines parlent jamais, donc on sait pas. On fait avec, et puis surtout en fait, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y avait eu un peu l'idée d'apprendre à composer un entraînement autour de ça, avec les forces et les faiblesses qui fluctuent avec cette période-là. Et puis finalement, en fait, je pense que l'idée, c'est d'arriver justement à pouvoir faire une compétition au pire moment. Donc adapter l'entraînement pour ça me paraît pas, en tout cas à mes yeux, c'est pas idéal. J'ai envie de pouvoir faire ce que je veux au moment où je le veux. Donc et puis en plus de ça, je pense que psychologiquement et mentalement, arriver à se dire ça change rien, je pense que dans tous les cas ce sera mieux pour le résultat. Donc je le sais. Disons qu'un jour où je fais une contre-performance qui tombe dans les jours dont je viens de parler, j'accepte bien plus facilement et je me dis c'est normal, j'y pouvais rien. Et puis j'ai pas mal bossé avec ma prép mentale qui disait de toute façon l'objectif à chaque fois c'est d'arriver à faire le 100% de ce que tu as le jour où tu prends le départ. Donc maintenant j'ai 80% de mes capacités, et faut que j'arrive à rentabiliser à 100% ces 80% là. Et alors que si je me dis on va faire chier, j'ai 70% de mes capacités, ça va être une course de merde, et je peux être sûre que finalement en fait ces 70%, je vais en mettre 50%, donc ce sera déjà pas une course bien, mais en plus si je me tire vers le bas, ce sera pire. Ouais. Donc finalement arriver à prendre le truc en mode là c'est justement là où j'en ai le moins qu'il faut que j'arrive à mettre la quantité maximum. C'est hyper clair. Non franchement c'est clair. Parfait. La Lou d'aujourd'hui, on est 1 mois et demi avant le début de la saison, en gros. Comment tu évalues une contre-performance de Lou Jean Monod qui termine la dernière saison 2e du classement général ? C'est quoi une contre-performance pour toi ? Sur l'an dernier ? Ou même là, tu vois, tu dis si je fais une contre-performance, c'est quoi ? C'est en dessous du top 10 ? C'est en dessous du top 5 ? C'est en dehors du top... Une vraie contre-performance, un truc nul, en dessous du top 15. Top 15, je me dis, c'est pas chouette. À partir du top 10, je me dis, c'est moyen. Et top 6, c'est correct. On rentre dans le correct à partir du top 6. À partir de la cérémonie des fleurs. Voilà. En gros. Okay. Mais en dessous du top 15, je vais vraiment, là, pour le coup, je vais m'auto-flageller. En dessous du top 10, je vais ruminer. Et en dessous du top 6, je vais me dire, il faut un peu se mettre un coup de pied au cul. L'année dernière, si mes souvenirs sont bons, avant le début de la saison, tu annonces que tu vises un top 6. Tu te retrouves sur la dernière course à être en ballottage sur la première place du classement général. Cette année, qu'est-ce que c'est l'objectif ? Je pense qu'à partir du moment où un athlète est capable de monter sur le podium, c'est qu'il est capable de monter plusieurs fois sur le podium et par conséquent de gagner le globe. Après, donc, si on part de cette règle-là, on est 20 voire 25 à pouvoir gagner un classement général. À partir du moment où on a les neurones qui se connectent pour le faire régulièrement et sans se mettre la pression qui va avec. Donc nécessairement, je sais que j'en suis capable, mais donc en fait, je sais que je fais partie de ces 25 personnes capables d'aller le chercher. Maintenant, faut que j'arrive à appréhender la partie gestion d'un maillot jaune que j'ai pas réussi à gérer l'an dernier. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été forte l'an dernier, c'est que j'avais pas du tout cette pression du globe. Comme j'ai été malade, j'ai raté des courses, donc je suis redescendue dans le classement. Alors ça en fait ruminer encore certains. Moi, mon mec à la maison, non mais Lou, elle aurait gagné en fait si elle avait pas été malade. Alors, c'est là que je me dis, je suis désolée, mais je pense que j'aurais pas gagné. Je pense que c'est vraiment arrivé à... d'ailleurs, on le voit, Vitozzi, elle n'a pas eu le jaune de l'année. Elle l'a sur la toute dernière course et elle fait la pire course de sa
saison avec ce maillot jaune sur le dos. Donc c'est bien, ça fait bien parler l'importance de la gestion de ce maillot. Donc finalement, non, si je l'avais eu, je pense que j'aurais pas fait deuxième du classement général, j'aurais fait bien plus loin. Donc c'est une chance finalement d'avoir été malade, je pense, c'est que je sais que sans pression, je suis capable de le faire. Maintenant, le faire avec pression, va falloir que je trouve les clés pour arriver à gérer ça. Donc évidemment que de toute façon, c'est le but de 90% des biathlètes qui prennent le départ des Coupes du Monde, c'est de gagner le général. Donc je peux pas dire le contraire que c'est pas l'objectif. Après, les objectifs avant ça va être de passer par gérer une pression, faire des belles courses, parce que j'ai pas fait une préparation aussi belle que celle de l'an dernier, donc je sais pas à quoi ça va ressembler le début de saison. Donc j'ai envie de refaire des belles courses, apprendre à gérer un stress plus important, et puis après le reste on verra, ça se passera en mars. Toi, sur la piste, au biathlon, ce qu'on voit beaucoup, c'est ton entourage, ta famille, qui est quasi là à toutes les courses. C'est important pour toi qu'ils soient là tout le temps? Parce qu'ils m'ont mal habituée. Ils sont là depuis que j'ai une carabine dans le dos, donc ils m'ont toujours suivi, soutenu. Donc c'est ma norme. J'ai énormément de chance que ce soit ma norme. C'est pas le cas de beaucoup d'athlètes, donc je profite de ça. C'est une énorme chance de se sentir aussi soutenu, peu importe les résultats, peu importe les conditions, et puis d'avoir aussi ce truc réconfortant de si ça va pas, je sais que je peux sortir de l'hôtel et puis aller voir les parents, ma petite sœur et les gens que j'aime. Donc c'est vraiment une force qui me donne en plus des autres. Les courses où ils sont pas là, comment ça se passe? En vrai, ça va parce que je suis quand même relativement peu dispo sur une semaine de compétition. Donc en fait, c'est juste le fait de savoir qu'ils sont là, ça me touche. Et puis si je sais que si j'ai envie de divaguer 5 secondes, de poser mon cerveau puis d'aller les voir, ça, c'est une possibilité. Mais quand ils sont pas là, je sais que je peux les avoir au téléphone et puis qu'ils seront là une semaine ou 2 semaines plus tard. Donc non, je suis peut-être assez froidement, assez peu impactée par une présence ou non de proches. Disons qu'ils sont là, ça me met pas la pression, et ils sont pas là, ça me rend pas triste. Je sais que dans le fond, ils sont en permanence là et que jamais ils me mettront la pression. Ce que moi j'ai pu voir, en tout cas dans les reportages de l'équipe, c'est aussi l'engagement et l'amour de ta grand-mère pour toi et tes résultats. Qu'est-ce que ça te fait de voir que c'est une aventure familiale, en fait, presque? Mais c'est fou parce que c'est donc il y a la grand-mère, mais ma grand-mère est à l'image de tout le reste de la famille, que ce soit du côté de mon papa ou du côté de ma maman. Il y a littéralement tous les cousins, cousines, puis même pas forcément cousin Germain. C'est vraiment, il y a 50 Jean Monod ou 50 Laurent qui suivent le biathlon, qui sont en permanence en train de m'envoyer. Ils sont tous de ta famille. Oui, mais voilà. Non, mais c'est trop cool. Quand je vois qu'il y a des athlètes où même rien que les parents ou les frères et sœurs peuvent pas forcément suivre et suivent pas particulièrement, c'est là que je me rends compte que c'est une chance immense, et du coup de savoir que sur certaines étapes ils pourraient venir à 50, ce qui potentiellement pourrait être le cas en TOLS. Je crois qu'il y a beaucoup de membres de ma famille qui ont prévu de venir. J'ai l'impression que j'ai fait venir la maison sur une Coupe du Monde, et c'est trop cool. C'est le fan club. Est-ce qu'il y a eu un moment donné dans ta carrière, alors c'est quand même assez court une carrière de biathlon, hein, ça s'arrête relativement tôt. Ouais, surtout pour les femmes en général à 34, 35 max, ça s'arrête. Il te reste encore un peu de temps quand même. Moi j'ai envie de dire que t'es qu'au débbi, mais bon, t'es presque vieille déjà. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où t'as eu envie de tout arrêter? Non, jamais. J'ai toujours aimé ça. Je sais que le jour où j'aime plus ça, c'est sûr que j'arrête. Mais donc le fait de plus aimer ça, m'a pas encore effleuré l'esprit. Est-ce que, parce que tu disais que plus jeune, tu faisais à la fois du ski et du VTT, est-ce que si tu pouvais, le temps d'une journée, échanger de vie avec un autre athlète, quel que soit le sport, tu le ferais, et avec qui? J'adorerais Teddy Riner. Ah ouais. Peu importe où tu vas, tu imposes le respect. C'est clair. Personne ne doit te manquer de respect, j'imagine. Ça doit être zinzin. Et en même temps, il a l'air tellement sympa que ça doit être trop cool. Non, mais c'est une personne qui a l'air incroyable. Puis qui est extrêmement forte, et en plus de ça, extrêmement intelligente et gentille, et ça a l'air trop cool. Puis en plus, c'est un monstre, c'est vrai. Il va pouvoir regarder tout le monde de haut. Ça doit être si bien. Un sport que tu ne maîtrises pas du tout, donc tu serais forte en plus en direct, quoi. 24 heures de je suis hyper forte. Exactement. J'ai une avant-dernière question avant qu'on arrive sur la fin. À quel athlète est-ce que tu aimerais que je tende mon micro pour réaliser le même exercice que toi, ce qu'on a fait aujourd'hui là dans Tribune et Podium?
Je vais dire un truc extrêmement bateau, mais moi, j'adore discuter avec Justine. On pourrait déblatérer pendant des heures sur n'importe quel sujet. Donc, je sais pas si ça me plairait, parce qu'au final, je pense que je pourrais avoir cette discussion sans l'intervention micro. Mais en tout cas, je sais que c'est quelqu'un que j'ai plaisir à écouter et discuter de n'importe quel sujet, en plus des émotions qui peuvent être extrêmement différentes d'une personne à l'autre. Donc ouais, je pense que ce serait intéressant. Enfin, en tout cas, ça... moi, je suis bien d'accord avec toi, ça serait super intéressant. Si Justine nous entend, je lui lance un appel. Et pour finir, est-ce que toi, le sport, tu le vis uniquement dans la pratique, mais où est-ce que tu le vis aussi en termes de supporters ? Vraiment très peu en termes de supporters. Je suis très mauvaise connaisseuse des autres sports. Je regarde relativement peu. Je crois que j'aime beaucoup vraiment quand j'arrête le biathlon. Disons que je fais ma séance de sport et quand je rentre, il n'y a plus de sport qui tiennent nulle part. Je fais des trucs qui n'ont rien à voir, des séries qui parlent pas du tout de sport. J'aime bien regarder de temps en temps des reportages qui parlent de ça, mais je suis pas une fan inconditionnelle du sport et je suis certainement même la sportive la moins renseignée sur les autres sports. En fait, là où j'aime bien regarder, c'est les collègues, les gens que je connais. Par exemple, je suis à l'armée des champions, donc les collègues de l'armée des champions, j'aime bien savoir un peu où ils en sont, ce qui se passe chez eux, mais parce que je les connais et que je les côtoie. Mais finalement, les sports que je connais moins, ça m'attire nécessairement moins. Je peux regarder beaucoup de sports, mais vraiment avec le point de vue touriste qui se met au fond du canapé et qui connaît rien, mais ça me fait plaisir de rien connaître. Je crois que admirer un sport avec très peu de connaissances, j'aime bien ce truc-là. J'allais te demander du coup si tu avais un club de cœur. Pas trop spécialement. Non. Tes collègues de l'équipe de France. Voilà, exactement. Merci beaucoup pour cet échange et puis je te souhaite une très belle saison. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!